Alors, voici un homme qui est pour la liberté d'expression totale, no matter what, comme disent les Anglais. Éric Duhaime, te collé au plafond lorsque tu as entendu Michel Junot-Catilla. Pourquoi? Bien, parce que je pense qu'on n'a pas à être terrorisé devant les terroristes. On n'a pas à s'auto-censurer au nom de peur de déplaire à des gens qui sont intolérants. Je ne pense pas que c'est la façon de faire. Je pense qu'on vit dans une société libre et démocratique. On a la chance d'avoir la liberté d'expression et c'est pas vrai qu'on va s'en priver au nom de certaines idées totalitaires qu'on voudrait surtout pas froisser. Moi, je m'excuse, mais s'il y a des gens qui n'acceptent pas de voir une caricature de Mahomet, c'est leur problème, c'est pas le mien. S'il y a des gens qui trouvent que le nez trop gros puis qu'il faudrait raccourcir le nez, je m'excuse, ça c'est la discrétion du caricaturiste et des artistes. Éric, j'ai l'impression de me répéter, mais je vais te relancer la question. Si tu sais, parce qu'on le sait, là, c'est des fous, c'est des psychotiques, OK? Il va y avoir des attentats, certainement, il peut y avoir des morts. Toi, si tu sais que ça peut avoir ces conséquences-là, tu le fais quand même. En disant, après ça, s'il tue quelqu'un, c'est pas mon problème. Parce que si on embarque dans cette spirale-là, Richard, on arrête où? Parce que là, à partir du moment où ils te tiennent par les couilles et ils te terrorisent, là tu es victime de tous les chantages possibles et imaginables. Moi, je pense qu'il n'y a aucun compromis à faire. C'est totalement inacceptable. Vous vous rappelez peut-être de l'incident qui s'est passé au Canada, hein? Quand il y a eu les premières caricatures qui ont été faites suite à ce qui s'est passé au Danemark. À l'époque, Ezra Levant, qui est aujourd'hui un des co-animateurs à la station sœur anglophone à Sun TV, avait un magazine et avait publié ces caricatures-là. Il a été la seule personne dans les médias à se retrouver devant un tribunal. Il s'est ramassé devant les tribunaux des droits de l'homme parce que les islamistes dans l'Ouest canadien se sont plaints. Il a fallu qu'il aille se défendre parce qu'il avait exercé sa liberté en tant que publisher d'un magazine anglophone. Je te comprends, Éric. Cela dit, mettons que moi, je suis français. Mettons que j'ai un fils de 6 ans qui s'adonne ce matin à passer devant les locaux de Charlie Hebdo. Ça saute, puis il meurt là-dedans. Moi, être en tabarnouche contre les terroristes, bien sûr. Mais m'aller voir la gang de Charlie Hebdo puis leur dire « Hey, les caves! » Vous le saviez que ça pouvait arriver? Moi, je pense que, regarde, je dis pas que j'endosse, puis au contraire, là, je dénonce tout ce que les islamistes peuvent faire, comme en termes d'attentats. Mais en quelque part, là, les gens, les victimes qui vont mourir, là, ces héros-là qui vont mourir parce qu'ils vont avoir été les victimes de ces attentats-là, quant à moi, là, c'est pas beaucoup par rapport au fait que si on embarque dans cette spirale-là, puis on commence nous-mêmes à se priver de nos droits fondamentaux, de la liberté de presse, de la liberté d'expression, ça, je trouve ça beaucoup plus dommageable à long terme, puis les victimes, ils se compteront pas sur les doigts d'une main, ils vont se compter en milliers tout à l'heure. Bon, c'est pas vrai qu'on va commencer à tolérer ça chez nous. Ça ne fait pas partie de notre façon de faire. Ici, on a une liberté totale de presse, et à moins qu'on ait de la diffamation, ce qui n'est pas le cas. Si des gens ont des opinions religieuses, ils ont droit, mais en même temps, ceux qui ont des opinions contraires ont aussi le droit de les exprimer. Parce que, Richard, si on ouvre ça aux islamistes, pourquoi on va parler d'avortement dans les médias? Parce qu'il y a des cathos extrémistes que ça énerve, puis ça serait dangereux qu'ils fassent sauter une clinique d'avortement. Là-dessus, ils vont avancer, puis là, il va falloir reculer sur autre chose. Tu recules d'un pouce, ils vont prendre un pied. Il va falloir reculer sur autre chose, puis ils vont les menacer. C'est ça. Tu recules d'un pouce, ils prennent un pied, puis ça n'arrêtera jamais. Il faut vraiment se tenir debout, puis il faut pas avoir peur. T'es convaincant, Éric. Bon, je t'ai convaincu. OK. Autre chose. Je t'ai pas convaincu pour la moustache, mais au moins, je t'ai convaincu sur l'islamisme. Pauline Marois, Jeannette Bertrand dit qu'on est critique envers elle, qu'on est dur envers elle parce que c'est une femme. T'en penses quoi? Bien, écoutez, toute cette controverse-là a commencé avec Claude Pinard, le député du Parti québécois, qui hier, désespéré, a sorti une nouvelle déclaration encore plus farfelue pour essayer de justifier l'impopularité de sa chef. Je pense qu'on a la clip, on peut peut-être l'entendre. OK. On va écouter ça. Qu'est-ce qui manque à Mme Marois? Je pense que un des handicaps sérieux, c'est le fait qu'elle soit une femme. Pour une partie importante encore de la population, je ne crois pas. Je crois sincèrement qu'il y a des gens que parce que c'est une femme, ne lui donneront pas un appui. Quoi? Éric, je sais que c'est pas politiquement correct, là, mais je pense qu'il a raison. Ah, Richard, tu me Attends, décourages! écoute-moi. Je pense qu'il y a pour certains tatas, effectivement, ils voteront pas pour elle à cause que c'est une femme. Oui. Il y en a des comme ça mais au Québec. pour certains tatas qui sont assez épais pour pas voter pour quelqu'un parce que ça apporte une jupe plutôt qu'un pantalon, il y a aussi des tataises de l'autre bord qui vont voter pour elle parce que c'est une femme, peu importe les conneries qu'elle dit. Jeannette Bertrand dit qu'il faut que toutes les femmes appuient Pauline Marois
parce que c'est une femme. C'est aussi ridicule que l'argument qu'on vient d'entendre, quant à moi. C'est dommage parce qu'écoute, Jeannette Bertrand, là, je veux pas ce matin l'attaquer d'aucune façon. C'est une femme que je respecte extraordinairement. Écoutez, elle a passé 60 ans dans les médias au Québec à éveiller les consciences. Et si le Québec aujourd'hui est une terre d'ouverture par rapport aux gays, par rapport aux femmes, par rapport à plein de tabous sociaux, c'est grâce à Jeannette Bertrand en grande partie. Elle a une contribution comme très, très peu de femmes, sinon aucune, a eu dans l'histoire du Québec. Et ça, on ne pourra pas y enlever, peu importe les déclarations qu'elle fait aujourd'hui. Cela étant dit, je pense qu'elle est aussi le reflet d'une autre époque. Elle est le reflet des batailles parce qu'elle les a menées sur le front, les batailles des années 60, des années 70, où les femmes ont progressé de façon extraordinaire au Québec. Et aujourd'hui, on vit dans une société, une des plus égalitaires au monde. Faut pas oublier ça, là. On est un des rares gouvernements au monde où il y a 50% des gens qui sont constitués de femmes. On est un des rares endroits au monde où le revenu moyen des jeunes, c'est 94% la femme par rapport à l'homme. Quand on calcule, on enlève les congés de maternité, souvent le revenu de la femme dépasse celui des hommes. D'ailleurs, on peut voir un tableau là, des femmes élues à l'Assemblée nationale. Ouais. En 62, il y en avait une, 81, 8, 98, 29, 2008, 36. Non, ça est multiplié par 36. Ça avance, mais cela dit, Éric, est-ce qu'on a déjà montré la maison des politiciens? As-tu déjà vu la maison de Robert Bourassa? Ouais, est-ce que Robert Bourassa il a été obligé de faire le tour de sa maison avec des journalistes en s'excusant d'avoir de l'argent? Premièrement, jamais. Mais elle a dû le faire. Oui, mais attendez, il faut remettre les choses en perspective. Là. Si elle a été obligée de faire ça, c'est parce qu'il y avait un scandale, il y avait un problème avec Hydro-Québec. Vous vous souvenez de tous les passe-passe qu'elle a fait pour avoir cette maison-là, pour le zonage, pour les taxes. Donc, il y avait une controverse qui était d'intérêt public. Ils ne sont pas allés à sa maison parce que c'était sa maison, parce qu'elle était riche, parce que c'était une femme. Ce qu'on lui reprochait, c'est qu'elle avait une maudite grosse cabane. Puis l'autre affaire aussi qui a été scandaleux là-dedans, puis c'est elle-même qui a alimenté la crise. Elle a pris un journaliste, elle l'a amené dans son shack, entre guillemets, dans son comté de Charlevoix, puis elle lui a fait visiter ça, puis elle a fini en disant, vous voyez que j'habite pas dans un château, alors que tout le monde sait qu'elle habitait même pas là. Même quand elle allait dans Charlevoix, elle habitait à l'hôtel pour pas habiter là, puis que ce shack-là a été démoli, puis a été remplacé probablement par une grosse maison. Mais sauf que on a toute cette perception-là que elle a joué là-dessus, elle a malhabilement joué, puis elle a échappé le ballon. Mais ça, c'est pas la faute des médias, c'est pas la faute parce que c'est une femme. C'est parce que Pauline Marois n'a pas été à la hauteur des attentes de ses militants, à la hauteur de l'attente des Québécois. Le problème, c'est pas que Pauline Marois soit une femme. Le problème, c'est que cette femme-là s'appelle et soit Pauline Marois. Mais... Merci, Éric Duhem, c'était corsé. Attends, mais Richard, juste une petite affaire. Là. Pense à Lise Thériault. On a applaudi Lise Thériault depuis 2-3 semaines. C'est une femme, que ce soit un homme ou une femme. Diane Lemieux, présentement, dans l'industrie de la construction, est en train de faire toute une job. Je pense qu'il y a de la place pour les femmes au Québec. Là, c'est le contraire. Les femmes, elles sont très dominantes, elles sont très proactives, puis on apprécie quand elles font des bons coups. Le problème de Pauline Marois, c'est que malheureusement, son passé n'est pas aussi glorieux, puis son avenir, probablement pas non plus. Merci, Éric Duhem. Merci, bonne journée. On se voit demain, toujours vers 10h30. À demain.